la question que l'on m'a proposé de traiter aujourd'hui, c'est le chômage, de point rupture des liens sociaux, avec un point d'interrogation. J'avoue que ce point d'interrogation est intéressant, alors même qu'il peut sembler aller de soi que le chômage est une rupture des liens sociaux. Et vous verrez que je vais essayer d'argumenter autour de cette énigme sociologique. Alors tout d'abord, pour commencer, le chômage est déjà une rupture d'un lien fondamental. C'est la rupture que j'appelle du lien de participation organique, c'est-à-dire la rupture avec le monde du travail, avec tout ce qu'il il implique. Notamment, vous connaissez la distinction très importante entre l'emploi et le travail, et le lien de participation organique renvoie à ces deux dimensions de l'emploi et du travail, de l'emploi au sens où, notamment dans le système de protection sociale en France, la privation de l'emploi entraîne, pas de façon automatique, mais progressivement un certain déficit de protection et donc remet en question le statut que l'individu peut occuper dans la société. Et en même temps, la dimension de travail renvoie à un certain déni de reconnaissance, au sens où l'individu au chômage est privé aussi de son rapport au travail et peut très vite ressentir un sentiment d'inutilité sociale, de rejet social. Alors la question qui se pose et que je vais essayer de traiter, c'est est-ce que cette rupture du lien de participation organique, de ce lien avec le monde du travail, va en entraîner d'autres, et notamment va impliquer finalement la rupture du lien de filiation, notamment le lien, c'est-à-dire le lien avec la famille, la parenté, le lien de participation élective, c'est-à-dire le lien que l'on contracte dans la sphère des amis, dans toutes les participations que l'on peut avoir dans le tissu associatif, toutes ces structures auxquelles on participe sur un principe électif, en fonction d'un choix que l'on fait à tout moment de sa vie. Et enfin, est-ce que le chômage entraîne aussi une rupture du lien de citoyenneté au sens des droits et des devoirs du citoyen, notamment en termes de protection, en termes de confiance dans les institutions de son pays et en termes de sentiment d'être respecté en tant que citoyen, en tant qu'individu citoyen de son pays. Alors, vous voyez que poser la question en ces termes, est-ce qu'une rupture en entraîne d'autres ? Est-ce qu'on entre dans une spirale ou un engrenage de la précarité, ou au contraire, on peut aussi poser la question, puisqu'il existe plusieurs types de liens qui permettent l'intégration de l'individu à la société, est-ce que cette rupture du lien de participation organique qu'est le chômage peut se traduire par des formes de compensation, c'est-à-dire de réactivation des autres liens pour justement se maintenir intégrés un tant soit peu dans la société. Donc, engrenage ou compensation, telle est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Alors, cette question est ancienne, même si elle n'a pas été formulée de façon explicitement en fonction de cette théorie des liens sociaux à laquelle je suis attaché et sur laquelle je travaille. Il faut reconnaître que déjà, dans les années 30, en 1931, de façon plus précise, Lazarsfeld, Marie Jaouda et toute une équipe de sociologues se sont réunis dans une petite ville d'Autriche, Marienthal, pour étudier les effets du chômage pendant cette crise économique redoutable dans une ville où l'usine principale qui occupait la grande majorité des travailleurs a fermé ses portes. Et donc, on sait,
À partir de cette étude, les chômeurs de Marienthal, pour ceux qui n'ont pas lu les chômeurs de Marienthal, je vous encourage à le faire, vous verrez que les sociologues décrivent ce qu'est une communauté lasse, c'est-à-dire une communauté où les liens sociaux se sont délités, où ce qui faisait le collectif a disparu. Et donc on est bien dans la problématique de l'engrenage des ruptures. Le chômage en entraîne d'autres. Ce thème de la rupture cumulative apparaît aussi dans le travail de Dominique Schnapper, beaucoup plus tard, en 1981, quand elle écrit « L'épreuve du chômage », qui est un livre de sociologie qui est souvent cité encore aujourd'hui, et qui repose sur, non pas l'étude d'une communauté, une communauté urbaine, l'étude d'un village, mais qui repose sur des entretiens approfondis, des entretiens dits compréhensifs, où on va interroger donc le sens des expériences. Et une des expériences, qui est le chômage total, reflète bien aussi, de façon saisissante, cette idée de l'engrenage des ruptures des liens sociaux. Et dans mes travaux, les premiers travaux que j'ai réalisés sur la disqualification sociale, sur le processus de disqualification sociale, je confirme dans cette recherche aussi que le chômage, et en particulier que l'expérience du chômage de ceux qui sont contraints par réduction de leurs ressources de s'adresser aux services d'action sociale, s'accompagne aussi d'un processus cumulatif et progressif de rupture des liens sociaux. Et je dirais en même temps qu'une enquête très récente réalisée à Strasbourg, et d'ailleurs qui a été soutenue par la Fondation pour le lien social de la Croix-Rouge, une enquête sur l'isolement social et qui a pour objectif d'être étendue dans d'autres zones, dans d'autres régions françaises, a confirmé dans une enquête en population générale que les chômeurs sont dans une situation de restriction de leur sphère d'intégration sociale, de leur sociabilité. Alors on a dans cette enquête regardé de façon très précise en étudiant les chômeurs par rapport à d'autres catégories, combien leur sphère d'intégration sociale, que l'on peut mesurer par les 4 types de liens. Le chômage, bien entendu, c'est une rupture. On peut regarder les 3 autres types de liens et faire des représentations graphiques. Et il est vraiment de façon saisissante, il apparaît que la sphère d'intégration sur un graphique se réduit, se contracte pendant l'expérience du chômage. Donc tout cela, ce sont des résultats qui vont finalement dans le sens de l'engrenage. Et pourtant, il faut aller un peu plus loin, et c'est ce que nous apportent notamment les enquêtes comparatives, les enquêtes internationales. Car ce que l'on sait pour le moment, je vous ai parlé de l'étude en Autriche des années 30, et je vous ai parlé de 3 enquêtes, dont l'une très récente, réalisée en France. Mais que sait-on véritablement de l'épreuve du chômage dans les autres pays? C'est une question que je me suis posée dans les années 90, avant même que nous puissions disposer des données statistiques longitudinales offertes par le panel européen des ménages, donc qui est une très belle enquête qui nous a permis de beaucoup avancer sur la question, donc, notamment des effets du chômage. Et déjà, avant d'avoir accès à cette source, on était obligé de bricoler, d'aller chercher les enquêtes nationales, de construire des indicateurs avec des variables qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et c'est ce que j'ai commencé à faire avant d'avoir accès à ce panel européen. Et je remarquais quelque chose qui déjà me frappait. En prenant en compte plusieurs indicateurs, dont certains renvoyant à ces différents types de liens, je constatais que le phénomène que l'on observait en France n'était pas absolument visible de la même façon dans les autres pays européens, dans tous les autres pays européens. Notamment, je remarquais que les corrélations entre chômage et réduction de la sociabilité, et notamment des liens avec la famille, n'étaient pas aussi forts. Les corrélations étaient même parfois négatives lorsqu'il s'agissait des pays du sud de l'Europe. Donc là, l'énigme sociologique prend de l'ampleur. Comment se fait-il que dans certains pays, plus que d'autres, on assiste à un phénomène d'engrenage, lequel n'est
apparemment pas vérifié. Alors, le panel européen des ménages a été une source tout à fait fantastique pour étudier justement en profondeur ce phénomène. Et avec des collègues issus de plusieurs pays, donc on a publié un livre sur l'expérience du chômage en Europe, c'est un livre publié en anglais en 2000, qui retrace tout ce travail que l'on a réalisé pendant plusieurs années et qui aboutit justement à la conclusion que la régulation du chômage n'est pas la même d'un pays à l'autre. Et ce phénomène que j'avais déjà observé en bricolant à partir de données qui n'étaient pas tout à fait comparables a été amplement vérifié à partir donc du panel européen des ménages. Donc on constate, et je le répète, donc dans les pays du sud de l'Europe, les chômeurs perdent beaucoup moins les liens avec les liens de proximité, perdent aussi beaucoup moins les solidarités familiales, ils restent beaucoup plus attachés à leur famille, y compris dans le cadre du chômage de longue durée. Et vous savez aujourd'hui, et ça je l'ai vérifié encore récemment, que la proportion des personnes jeunes adultes, par exemple, de 25 à 34 ans qui vivent chez leurs parents, est beaucoup plus élevée dans les pays du sud de l'Europe que dans les autres pays. En Grèce, un jeune de 25 à 34 ans sur 2 vit chez ses parents, alors que la proportion, elle est de moins de 2% au Danemark et de 4% en moyenne dans les pays nordiques. Donc on a ici un phénomène qui est assez contrasté, et quand on regarde en plus comment a évolué les personnes au chômage par rapport à cette question de la prise en charge de leurs difficultés dans la sphère familiale, on s'aperçoit que dans les pays dits familialistes, les chômeurs ont eu tendance, notamment les jeunes, à s'adresser en priorité à leur famille pour faire face aux difficultés pendant la période de la crise et pendant la période de chômage. Alors que ce phénomène reste beaucoup plus faible dans des pays comme la France et l'Allemagne. Donc on a là déjà des éléments qui nous renseignent sur la façon dont fonctionnent les solidarités dans les différents pays. Alors j'ai voulu en savoir un peu plus encore, parce que là on a un résultat statistique, mais comment véritablement l'interpréter ? Et la Commission européenne m'a demandé de coordonner en 2014 une enquête qualitative, cette fois, c'est-à-dire à partir d'entretiens approfondis réalisés, on a pris 7 pays européens, et d'essayer de regarder véritablement quel est le sens que les personnes donnent à leur expérience vécue du chômage pendant cette période de crise très très forte. Et on a interrogé bien sûr des chômeurs en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Grèce aussi, et y compris aussi en Roumanie et en Irlande. Et à chaque fois, on a essayé de les interroger, notamment sur les relations familiales. Et justement, c'était tout à fait intéressant de voir que le système normatif change profondément d'un pays à l'autre. Et c'est là qu'on se rend compte que le fait d'être intégré ou non à son pays, à travers les liens que l'on entretient avec sa famille, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'aléatoire, c'est quelque chose qui renvoie véritablement à un système normatif que les personnes ont intériorisé. Je m'explique. Quand on demande, par exemple, à des Allemands et des Français, on a à peu près la même réponse. Oui, bien sûr, je pourrais aller demander de l'aide à mes parents, mais je n'ose pas, je préfère pas. J'ai tellement honte d'aller demander de l'aide à mes parents que je préfère m'en passer. Donc on a cette idée que de toute façon, les Français et les Allemands, et notamment les jeunes aussi, ont totalement intériorisé la norme de l'autonomie. Cette norme, elle est quelque chose qui leur permet d'exister dans la société. Et remettre en question cette norme d'autonomie et d'avouer qu'ils ne sont pas autonomes, c'est effectivement avouer une dégradation statutaire. Tout à l'heure, j'entendais Jean Viard qui parlait de la France en tant que société de statut. Effectivement, le statut est important pour se positionner dans la société française, et beaucoup plus que dans les autres sociétés
société. Alors justement, quand on posait la question à des Espagnols, des Portugais, des Grecs et même des Roumains sur la façon dont ils concevaient le chômage dans leur relation avec la famille, on constatait qu'ils ne répondaient jamais comme les Français et les Allemands, qu'ils disaient que de toute façon, l'expérience du chômage est une expérience qu'il faut vivre et partager en famille, et qu'il est important de se sentir justement ensemble dans une cellule familiale, de résister ensemble, de trouver des solidarités pour exister collectivement. Donc la cellule de base de la société, elle est vécue comme étant celle de la famille dans ces pays du sud de l'Europe. Et il ne fait donc, ce n'est pas honteux d'être intégré à sa famille, alors que ça l'est beaucoup plus, notamment en France et en Allemagne, notamment quand les personnes ont accédé déjà à l'autonomie, au sentiment qu'ils doivent subvenir par eux-mêmes à leurs difficultés. Donc cela n'interdit pas évidemment qu'il puisse y avoir des solidarités familiales aussi en France, mais elles vont s'exprimer de façon beaucoup plus ponctuelle. Elles ne se traduisent pas par un système permanent d'aide, comme cela est le cas dans les pays du sud de l'Europe. Alors j'ai regardé de plus près aussi comment cela se traduisait dans la vie quotidienne, et c'est vrai que dans les pays du sud de l'Europe, les chômeurs sont actifs dans le réseau familial. Beaucoup de jeunes, de personnes au chômage sont retournés vivre chez leurs parents, même lorsqu'ils sont âgés, et vont rationaliser cette expérience du retour en disant qu'ils sont très utiles à leurs parents vieillissants, qui leur permettent effectivement de prendre davantage soin de leurs parents, qu'ils peuvent aussi entretenir leur jardin, etc., ce qui n'était pas aussi facile jusque-là. Donc, donc on a tout un mode d'intégration familiale qui permet effectivement de compenser l'effet du chômage, si bien qu'il n'est pas vécu de façon aussi dramatique. Alors, vous voyez que cette question, le chômage, rupture des liens sociaux, oui, je le dirais, oui, en France particulièrement, en grande partie parce que nous avons en tête l'idée de l'individu qui doit être autonome, qui doit s'accomplir et qui doit se réaliser à travers un statut social qui exige une certaine capacité d'autonomie, alors que la conception elle-même de la réussite et de l'intégration passe par des normes qui ne sont pas exactement celles-là dans les autres pays, notamment dans les pays du sud de l'Europe. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question que vous m'avez demandé de traiter. Et vous voyez que à travers cette question, ce n'est pas simplement des individus au chômage dont il est question, mais c'est de la société tout entière dans sa façon de se réguler. Et là, on voit qu'il y a des effets de société sur la question du chômage.